Lors d'une rencontre publique à Bruxelles avec l'association des rescapés, Carla Del Ponte se fait interpeller par la représentante des veuves du génocide. La colère des victimes à l'égard du tribunal serre le pouvoir rwandais dans son bras de fer avec le procureur. Vous avez des accusés à Arusha qui sont accusés d'avoir violé des femmes. Ces accusés, selon l'ONU, vous devez les maintenir en vie pour qu'ils soient jugés. Donc vous les traitez, y compris la trithérapie, la combinaison des traitements contre le sida. Comme ça, ils sont en vie, ils pourront être jugés. En attendant, les femmes qui étaient venues témoigner ou qui pourraient venir témoigner, qui sont malades et ne reçoivent pas de traitement. Actuellement, pour traiter une femme à Kigali, ça fait à peu près $1 200 pour la maintenir en vie une année. Je viens juste d'apprendre qu'un avocat de la défense peut gagner ça en un jour. Je trouve qu'il y a un peu quelque chose qui fait mal au cœur. Est-ce que si ce n'est pas la responsabilité du TPIR, c'est la responsabilité de qui? C'est qui l'ONU? C'est qui la communauté internationale? Je trouve qu'il y a là un jeu très cynique, parce qu'elles vont mourir. Du sida, on meurt. On ne survit pas tant qu'on n'a pas les médicaments. Mais ceux qui ont les médicaments, et vous avez la preuve à Arusha, ceux qui étaient au point de mourir pour ne plus apparaître dans les procès, maintenant ils sont forts et ils plaident. Alors quoi? Du côté de la victime, c'est un peu 2 poids 2 mesures. Je suppose que si vous maintenez en vie, et c'est son droit, l'accusé, si vous voulez le maintenir en vie pour le juger, il faut absolument maintenir en vie la victime, au moins pour qu'elle témoigne, si ce n'est pas pour le fait tout simplement qu'elle est humaine et que la plupart ont contacté le sida à travers le viol. C'est vrai, il y a des témoins victimes qui meurent, on les a plus parce qu'on n'a pas pu les soigner. Quand je suis devenue procureur de ce tribunal, avec le greffier, on avait établi d'aider les victimes qui viennent témoigner au tribunal. Après que nous avons commencé, non sans difficulté, les défenseurs des accusés ont commencé une campagne contre nous, comme quoi nous sommes en train de corrompre nos témoins avec l'aide qu'on leur donne. Naturellement, il n'y avait pas de base légale. Donc, nous, on était dans une situation d'illégalité, en fait. Nous avons dû interrompre ça. Nous sommes à l'intérieur de la prison du tribunal pénal international pour le Rwanda. À une population rwandaise démunie de tout, cette prison 5 étoiles donne une image désastreuse de la justice internationale. Nous ne pouvons pas ne pas gérer avec tous les droits qui leur appartiennent les accusés qui sont en détention. Nous devons gérer le droit à la santé, une nourriture adéquate, des cellules en bon état. Eh bien, parce que ce sont des accusés qui ont tous ces droits et des droits qui sont reconnus et garantis dans le statut et dans le règlement de preuve et de procédure. Malheureusement, pour les victimes, cela n'a pas été prévu par le Conseil de sécurité. Je crois que la communauté internationale n'a pas fait justice aux victimes du génocide au Rwanda. Pour eux, c'est encore quelque chose d'assez abstrait, en fait, cette justice internationale. Et naturellement, ceux qui voient le premier, c'est qu'eux, ils doivent apparaître en cour comme témoins. Ils n'ont aucune compensation. Tandis que les détenus, les grands coupables de ce génocide, se trouvent dans une prison très agréable et ils ont tous les soins médicaux. Donc, ils estiment que cette justice internationale, en fait, à la fin, c'est une injustice pour eux. Et comme si ce n'était pas assez, le tribunal a donné d'autres armes aux autorités rwandaises pour le décrédibiliser. Au nom d'un procès équitable, le tribunal a mis en place une procédure basée sur des contre-interrogatoires musclés.
L'idée est de passer au grill les témoins pour s'assurer de la véracité de leur déposition. Mais l'effet est dévastateur, pour des femmes violées par exemple. Espérance n'apparaît pas sur ces images du tribunal sous prétexte de préserver son anonymat. Cet après-midi-là, pendant son contre-interrogatoire, elle a subi un nouveau traumatisme. Témoin, voici ma question. Combien de vêtements vous a-t-on enlevé? J'ai été déçue, car je leur ai expliqué que Shalom et les autres miliciens m'avaient violée. Mais ils n'ont pas voulu me croire. Ils m'ont posé des questions grossières. Vous avez dit qu'il a lancé vos vêtements au loin. Ensuite, vous étiez nus. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez pris un bain? S'il sourit du caractère déplacé des questions de l'avocat, les juges obligent cependant Espérance à y répondre. Je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai pris un bain. Il n'y avait plus d'eau pendant le génocide. Il a continué à me poser des questions. Est-ce que tu affirmes que Shalom t'a violé plusieurs fois? Si Shalom t'a violé, tu as vu son sexe. Est-ce qu'il est circoncis? Je leur ai dit, allez voir Shalom, vérifiez. Et vous verrez par vous-même. Cette question est pour moi ridicule. Quand il s'agit d'interroger des victimes, le contre-interrogatoire est un instrument de torture. Je le sais. Et là aussi, n'est-ce pas? Je dis à mes procureurs, vous faites objection à ce genre de questions. Parce que c'est une torture pour la victime. Mais le contre-interrogatoire, comme instrument de procédure, il est comme ça. C'est de nouveau le système. Alors, aux yeux de beaucoup de Rwandais, la procédure de contre-interrogatoire est une aberration. Au lieu de restaurer la dignité des victimes, le tribunal donne ainsi l'impression de les mépriser. À cela s'ajoute un autre motif de frustration. Après 9 ans d'existence, 1 millier d'employés et quelques 600 millions de dollars dépensés, le tribunal n'a jugé qu'une dizaine de personnes. De quoi choquer dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. D'après ce que je vois, je crois que le tribunal... Bon, bien sûr, il y a eu quelques progrès, mais pour moi, il n'y a pas de réussite. Parce que le tribunal a été mis en place pour juger les présumés génocidaires. Combien viennent d'être jugés? Pas plus de 10. Le tribunal réplique en faisant valoir ses réels succès. Les procès se déroulent avec toutes les garanties d'équité. Pour la première fois, un ex-premier ministre, Jean Kambanda, a plaidé coupable de crimes de génocide. Théoneste Bagosora, l'un des cerveaux de l'extermination de la minorité Tutsi, est actuellement jugé. Le viol des femmes a été reconnu comme étant un acte constitutif de génocide. Enfin, contre le négationnisme, le tribunal a établi définitivement la réalité d'un génocide planifié, dûment préparé et froidement exécuté. Tout cela n'est pas rien, mais le tribunal n'a pas encore été au bout de son mandat, celui de poursuivre tous les auteurs des crimes, non seulement les responsables du génocide des Tutsis, mais aussi les soldats de l'armée victorieuse qui se sont vengés, des soldats qui étaient commandés à l'époque par l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame. Tout le monde sait que l'armée patriotique rwandaise était une armée disciplinée. Vous trouvez ça dans tous les discours et dans tous les écrits. Alors, vous inculpez un officier, un colonel. Est-ce que le commandant en chef n'était pas au courant? Ça risque d'aller très loin. Qui était commandant en chef des combattants du Front patriotique rwandais pendant le génocide? C'est le président actuel de la République. La crise entre le Rwanda et le tribunal ne cesse d'enfler. À l'été 2002, les autorités rwandaises ferment le robinet à témoins en multipliant les prétextes pour les empêcher de voyager. Résultat, la justice d'Arusha tombe provisoirement en panne. Été 2003, nouvelle escalade, le Rwanda veut se débarrasser de Carla Del Ponte.
ce que je n'accepte pas, c'est qu'on mette sur un même pied d'égalité les présumés génocidaires et les gens qui ont arrêté le génocide. Là, et je n'accepte pas qu'on mette aussi sur le même pied d'égalité la vengeance et les gens qui ont planifié, qui ont commis le génocide. Il y a des gens qui se sont vengés. Nous avons il y a eu même des procès ici. Il y a eu des procès, nous avons la cour militaire. Mais vouloir faire ce qu'ils appellent l'équilibre, là, c'est ce qu'on n'accepte pas. On a bien dit, notre priorité, c'est le génocide. Les enquêtes qu'on a ouvertes, ce ne sont pas des enquêtes sur un autre génocide. Il y en a un seul de génocide de Rwanda. Mais il y a quand même des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui ont été commis pendant le génocide. Mais apparemment, c'est pas encore accepté. Et je crois que c'est ça qui fait que... C'est ça l'élément de réconciliation. Si on n'arrive pas à faire accepter qu'on puisse conduire ces enquêtes, que le Rwanda puisse collaborer avec nous pour ces enquêtes, on doit avouer que l'élément de réconciliation, on l'a pas encore acquis. Mais on y travaille. Carla Del Ponte n'y travaillera plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de ne pas renouveler son mandat. Pour des raisons stratégiques, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont soutenu la position du gouvernement rwandais. La procureure suisse a été remplacée par un magistrat gambien, Hassan Boubacar Yallow. C'est vrai que le tribunal n'a jamais été à la hauteur de ses ambitions. Vrai encore qu'il a donné toutes les verges possibles pour se faire fouetter. Mais les enquêtes embarrassantes de Carla Del Ponte ont aussi joué un rôle déterminant dans son éviction. Face à tant d'obstacles, le successeur de Carla Del Ponte sera-t-il en mesure de pacifier ce pays en satisfaisant la soif de justice et d'espérance et des victimes, de toutes les autres victimes au Rwanda? Le défi est loin d'être gagné. Mon lit était ici. Juste à côté, c'était la chambre de ma mère. Là, il y avait la chambre de ma grande sœur Virginie. Un peu plus loin, il y avait le corridor. ayandi mazu yari ahari